y a pas loin d'un an, j'avais fait une vidéo « Que savons-nous de The Promised Neverland ?» donc des mystères et tout, après avoir lu le tome 8. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, mais après avoir lu le tome 18. Sachant qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une autre vidéo sur The Promised Neverland saison 2 où j'expliquais mon avis, et aussi que la saison 2 est vraiment très nulle. Du coup, la vidéo est divisée en 6 parties, vous pouvez voir la description pour les voir. La première, je vais parler de la similitude entre l'attaque des titans et The Promised Neverland. La seconde partie, je vais faire un récap de tout ce qu'on sait donc depuis le début, les révélations et tout. Parce que oui, cette vidéo se concentre sur les tomes 14 à 18. Parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir pas mal de révélations. Après, la troisième partie, ce sera des théories, voilà, comme ça. Et la quatrième, c'est la review du tome 18 qui est sorti hier, voilà. Après, j'expliquerai ce que j'envisage pour la fin du manga, parce que c'est quand même dans 2 tomes la fin. Et justement, après ça, on analysera les 2 dernières couvertures du manga. Quand j'avais commencé The Promised Neverland au tome 1, 2 et 3, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'attaque des titans. C'est pour ça que j'adorais, parce que forcément, ça prenait un peu les mêmes codes. Au final, donc oui, on peut dire que c'est un petit peu pareil sur certaines bases, mais bon, ça part sur des thèmes complètement différents. Et c'est quand même moins poussé que l'attaque des titans. Alors là, attention, un spoil, même de la saison 4 de l'attaque des titans, c'est pas du tout encore, passé de 10-20 secondes. En gros, dans The Promised Neverland, il y a un flashback où on voit la promesse, et dans l'attaque des titans, on a un peu pareil, le flashback d'Ymir avec le cycle des 2000 ans de souffrance. Mais aussi, Emma ressemble à Eren, avec sa volonté un petit peu. Rei, il ressemble à Mikasa, puisque ils sont tous les deux un petit peu combatifs. Et Norman, forcément, il ressemble à Armin, puisque il est assez intelligent, quoi. Forcément, les démons ressemblent aux titans. Et Gracefield, ainsi que les autres fermes, ressemblent aux murs. On pourrait aussi dire que Maman et les démons pourraient ressembler aux Mar, à Rainer Bertoltani, qui les ont trahis, ou même au roi Fritz, enfin voilà. William Minerva qui s'appelle La Chouette, on pourrait un petit peu le comparer à Eren Kruger parce que lui aussi s'appelle La Chouette, ou alors à Grisha Jäger parce que c'est quelqu'un qui les a aidés un peu. Et la promesse, c'est un peu comme le pacte de non-agression. Donc là on va attaquer avec tout ce qu'on sait depuis le début. Donc d'abord les démons et la fille de Samodi. En fait c'est une bactérie qui s'est propagée et qui a muté. Cette bactérie, elle prend la forme de tout ce qu'elle mange, en l'occurrence des humains, c'est pour ça qu'elles ont les mêmes caractéristiques physiques et mentales. On peut retrouver un petit peu cette idée avec les fourmis chimères dans Hunter x Hunter. Mais il y a Mujika, elle est autrement appelée la fille de Samodi, et elle c'est une exception. Elle est née avec des capacités humaines sans jamais avoir mangé d'humain. Et si elle fait boire son sang à d'autres démons, comme Sonju, ils ont les mêmes caractéristiques qu'elle. Et par conséquent, ils sont pas obligés de manger d'humains. Après, on a eu des révélations sur William Minerva. Et du coup, dans le tome 13, on pouvait penser que William Minerva était toujours en vie. Mais ce qui me semblait bizarre, c'est qu'en fait, dans ce tome, son visage était caché. Alors que pourtant, on nous avait déjà montré son visage à William Minerva dans certains tomes. Et du coup, au final, dans le tome 14, là, et la couverture est très bien, on se rend compte que William Minerva, c'est Norman. Enfin non, William Minerva, il est bel et bien mort, mais Norman se fait passer pour William Minerva parce qu'ils ont en quelque sorte les mêmes idéaux. Après, il y a les enfants irréguliers. Norman, lui, du coup, il est toujours vivant parce qu'il s'est échappé de la ferme expérimentale Lambda 7214. Et dans cette dernière, en fait, les démons et les humains, ils pratiquaient des expériences sur les enfants. Que ce soit une grande force comme Adam, un tueur expérimenté comme Zazie, ou alors une vitesse comme Jin Hayato. Sislo et Barbara ils viennent aussi de cette ferme, mais avant on a appris qu'ils étaient à la ferme Goodwill Ridge, et logiquement ce serait la 4e ferme haut de gamme, avec Gracefield, Grand Valley et Glorybell. Et là, dans le tome 17, je me demandais si Barbara n'allait pas mourir. Au final non, elle est mourante quoi, et Sislo il a carrément perdu une jambe. Sinon, une autre révélation qu'on a eu dans le tome 18, Adam, il est immunisé contre les médicaments que les démons donnaient à Norman, Sislo et tout. Du coup, normalement, il va les sauver avec son sang. Alors, je sais pas si cette intrigue va être principale, que vraiment, il va falloir donner un médicament à ses enfants parce qu'ils vont peut-être mourir. Ça, on le saura dans les prochains tomes. Après, il y a le cas de Lucas et Hugo. À chaque fois, tant que la mort d'un personnage principal elle n'est pas expliquée, je me pose des questions, est-ce qu'il est vraiment mort? C'était par exemple le cas avec la femme de Ray Pember dans Death Note, ou alors Ymir dans l'attaque des titans. On n'a pas vu leur mort, du coup je me disais que peut-être on allait les revoir. Et là en fait dans The Promised Neverland, on voyait directement la mort de personnages tertiaires dans l'intrigue. Et là, Lucas et Hugo étaient quand même assez importants, on n'a pas vu leur mort.
Alors pendant un moment, je me suis demandé s'ils allaient pas revenir, enfin s'ils étaient vivants quoi. Là, je pense vraiment qu'ils sont morts, vu ce qu'a dit Rey, et puis ils vont pas apparaître dans les 2 derniers tomes à mon avis. Là, on va parler de Im et la nouvelle promesse. Le démon qui a un nom imprononçable et qu'on avait vu à Cuvitilida avec un dragon. En gros, il est surnommé Im par les fans. Im, c'est H-I-M et en français, ça veut dire lui. Et dans le tome 16, Emma fait une nouvelle promesse. Je voudrais aller dans le monde des humains avec tous les enfants de toutes les fermes. Et qu'ensuite, il ne soit plus possible de circuler d'un monde à l'autre. Après quoi, Im, il accepte cette requête. Mais en échange de quelque chose, on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors à mon avis, c'est la vie de Emma. Au moment où tout le monde sera transporté, on ne sait pas trop comment, vers le monde des humains, Emma sera morte en gros et elle ne pourra pas découvrir le monde des humains. Un peu à la manière de Erwin dans l'attaque des Titans, on y revient encore, et qui n'a pas pu découvrir le plus grand secret du manga. Mais en fait, après avoir lu le tome 18, je pense plus que ce soit ça le prix pour la nouvelle promesse, puisque Emma, elle a clairement indiqué son envie de vivre et de sauver ses amis. Donc, qu'est-ce que c'est le prix pour obtenir cette nouvelle promesse? Et du coup, là, on va parler du monde et des humains. On sait rien à propos de celui-ci, à part que, apparemment, d'après William Minerva, le seul moyen d'y accéder, ce serait de prendre un ascenseur. Et un ascenseur, on en avait vu un à Goldie Point, sauf qu'il marchait pas, il me semble. Et au tome 15, dans la case où Emma parle du monde des humains, ce dernier, il est représenté avec, entre autres, la tour Eiffel. Ce qui pourrait signifier, donc, que ce monde, il est comme le nôtre, quoi. Il est, actuellement, quoi, avec les nouvelles technologies, les bons monuments, les mêmes pays et tout. Parce qu'on était en droit de se le demander, quoi. Est-ce que c'est vraiment un monde hyper différent de ce qu'on connaît? Est-ce que c'était plutôt vers le Moyen-Âge? Mais si c'est vraiment ça, ce serait pas techniquement le vrai monde humain, puisqu'il pourrait pas y avoir tous les continents, vu que la moitié du monde, c'est les démons. Mais après, peut-être que effectivement, c'est pas parce qu'il y a la tour Eiffel et les autres monuments que ce serait exactement comme notre monde. C'est peut-être juste un easter egg. Et de toute manière, j'y reparle après de ce monde des humains. Et le dernier point que j'aimerais retraiter, c'est la guerre. Oui, bon, en gros, dans la première vidéo, j'avais indiqué que The Promised Neverland, pour moi, ça aurait été un manga en 2 parties. Première partie, les enfants s'évadent de Gracefield et s'évadent du monde des démons pour aller dans celui des humains. Et qu'il y aurait une ellipse où on verrait quelques années plus tard les humains, avec Emma et tout, qui se rebellent face aux démons. J'avais pensé un peu la même chose pour My Hero Academia et l'attaque des titans, mais The Promised Neverland non plus, c'est pas encore, donc voilà, mes théories, je les ai jamais bonnes. Parce que la guerre là, elle a clairement commencé, elle est presque finie en fait. Et là, du coup, on va partir sur la review du tome 18, avec quelques théories. Déjà, dans ce tome, il y a le développement de Norman. Celui-ci portait un grand fardeau sur ses épaules, qui est en fait l'extermination des démons, il voulait pas vraiment ça. Et c'est clairement en accord avec la couverture, puisque dans celle-ci, on voit Norman qui est un petit peu rattaché à quelque chose avec des sortes de cristaux, et Emma et Rey qui essaient de l'extirper de ça. Et c'est un peu une métaphore pour dire que en gros Emma et Rey extirpent Norman de sa vision génocide envers les démons. C'est très bien trouvé quoi, et c'est au final ce qui se passe. On apprend après que le Gravalima, c'est la sœur de Sanju. Mais en fait il y a une question que je me pose, c'est que les démons en fait ils peuvent pas se reproduire à moins que j'ai loupé quelque chose. Donc s'ils peuvent pas se reproduire, comment ça se fait qu'ils soient de la même famille et comment ils auraient du coup le sang royal? Je sais pas trop là-dessus. Et justement, les membres de la famille royale, enfin certains, comme le Gravalima, ils ont 2 noyaux, c'est une capacité un peu rare. Et après, dans ce tome 18, cette dernière, elle se régénère avec tous les corps qu'elle a avalés. Elle récupère leurs souvenirs et leurs caractéristiques. On voit ça par exemple, Gelan, il avait lancé de la colle, elle l'a absorbé et elle en a eu les pouvoirs. Mais du coup c'est ça qui va causer sa perte, parce que son corps ne pouvait plus supporter toutes ces âmes. Et on a aussi vu le retour de Sir Kron, du coup c'était en fait le Gravalima qui l'avait mangé. On a eu après des mini origin story pour Sanju et Mujika. Et là il y a la problématique de Mujika qui entre en jeu. Suis-je spécial ou bien suis-je une aberration de la nature? Qui suis-je exactement? Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi suis-je venu au monde?
est-ce que je mérite d'exister? Elle se pose une question existentielle. Pourquoi est-ce qu'elle est née et surtout pourquoi est-ce qu'elle est si différente de tous les autres démons? En fait, elle est née pour mettre un terme au conflit entre humains et démons. Si elle donne son sang aux démons, logiquement, la plupart devraient arrêter de manger des humains, ce qui arrêterait du coup le conflit. À la fin de la série Parasite, on avait une réponse de pourquoi est-ce que les parasites étaient sur Terre. C'est en quelque sorte une morale. Je pense pas qu'on en ait une pour The Promised Neverland. En gros, l'explication c'est que c'est une bactérie qui a muté quoi. Aussi, une dernière chose. Norman, quand il s'échappe du château, il dit à Aishi quelque chose dans la langue des démons. Je pense quand même que ça aura une importance, même minime, dans les prochains tomes. Sinon, pourquoi c'est là? Ou alors peut-être que c'est juste qu'il la pardonne dans la langue des démons. Et du coup, ce sera assez subtil. Il te dit désolé de t'avoir fait subir tout ça, quoi, en quelque sorte. Donc là, je vais faire quelques théories de comment j'envisage la fin du manga. Il faut savoir que là, le manga, ça fait presque un an qu'il est terminé avec le chapitre 181 et le tome 20. En France, il y a le tome 19 qui sort dans pas si longtemps que ça, en fait, le 31 mars. Et le tome 20, il sort en juin. Du coup, moi, ce que j'envisage, c'est donc, à la fin du tome 18, on voit que les survivants, là, Emma, Norman, Ray et tout, ils vont récupérer les enfants à Gracefield. Une manière de boucler la boucle, c'est très bien trouvé. Est-ce que le retour à Gracefield ne voudrait pas aussi dire le retour de maman? Parce que ok, l'animé, y a maman qui va donc chercher les enfants, la merde quoi. Mais dans le manga, on n'a jamais vu où était maman. Ils nous ont jamais dit qu'elle était morte. Peut-être qu'au final elle a négocié, elle a repris son poste à Gracefield. On a pu voir aussi dans des illustrations 3 personnages qui ont grandi. Phil et Carol. Carol, le tout petit bébé, il a super grandi. Et un autre aussi, j'ai oublié son nom. Voilà, donc au début je me disais comment Phil et les autres enfants de toutes les fermes vont être sauvés. Mais au final c'est réglé facilement grâce à la nouvelle promesse. Et c'est vrai que là on revient encore à la promesse. Si Emma choisit d'aller chercher les enfants à Gracefield, c'est que la promesse ne peut pas être faite tout de suite. Parce que je veux dire, si elle pouvait faire la promesse quand elle voulait, elle l'aurait fait maintenant. Comme ça, les enfants qui étaient amenés à Gracefield, ceux du refuge et tous les autres de toutes les fermes, auraient été amenés dans le monde des humains. Alors soit il faut quelque chose en particulier pour que la promesse se fasse, on ne sait pas encore, ou alors c'est juste l'auteur qui a mal bidouillé son truc. Je pense que du coup il y aura la mort de Peter Rattray et de ses troupes, et peut-être la mort d'un personnage important quand même, parce que si le manga se termine avec 0 mort important, quand je dis important c'est surtout dans le trio là, s'il n'y en a aucun des 3 qui meurt, je ne comprends pas. Mais pour moi du coup le plus logique ce serait peut-être Ray, parce que Norman, c'est sûr, moi à mon avis Norman ne meurt pas. Il est déjà mort entre guillemets une fois, même si c'était faux, mais je le vois pas remourir pour de vrai une seconde fois. Emma, sa volonté de vivre, peut-être que c'est justement ça qui va la faire survivre. Le dernier qui reste c'est Ray. Et du coup la nouvelle promesse, comment elle fonctionne aussi? Est-ce que ils vont quand même utiliser l'ascenseur? Ou alors est-ce qu'ils vont être téléportés dans le monde des humains? Enfin je sais pas trop. Et après la toute fin du manga, alors moi à mon avis c'est pas sûr qu'on voit le monde des humains. En gros on verrait les enfants partir, que ce soit une téléportation, j'en sais rien comment ils vont dans le monde des humains là. Mais peut-être que ça pourrait se terminer, ils sont bien arrivés, c'est fini. Et du coup on n'en saurait jamais rien sur le monde des humains. D'un côté c'est pas mal comme fin, mais moi je veux des explications sur ce monde des humains là. Et là on va un peu théoriser sur les couvertures des tomes. Dans le tome 19, on voit Sonju, Mujika et le trio. Couverture qui fait allusion à la fin du tome 18 parce que ils sont prêts à attaquer Gracefield. Et dans le tome 20, ça apporte pas d'explication quant à l'intrigue. C'est comme le tome final de Fairy Tail. En gros, il réunit tous les personnages importants du manga pour un petit peu rendre hommage et dire adieu à tous. Voilà, donc j'ai terminé sur cette review des tomes 14 à 18 de The Promised Neverland. J'aurais traité quand même beaucoup de sujets en une seule vidéo, mais bon, il fallait que je le fasse. Logiquement, comme je le ferai pour l'attaque des titans, My Hero Academia et tout, à partir de maintenant, dès qu'il y a un nouveau tome qui sort et qu'il est super intéressant, j'en ferai une vidéo, une review. Et ce sera le cas avec normalement le tome 19 de The Promised Neverland. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, ciao. Et s'il vous plaît, regardez pas la saison 2 là de The Promised Neverland.